Le raffinage, par essence, si j'ose dire, c'est l'industrie de process par excellence. C'est une industrie extrêmement technologique, très capitalistique aussi. Et il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Elle est confrontée, à l'heure où les besoins en mobilité n'ont jamais été aussi importants, à de multiples défis, en particulier en Europe, même si la situation européenne a été bonne en 2015. Mais elle s'inscrit aussi, et c'est important, dans une approche environnementale moderne, adaptée, qui doit aussi, pour elle, se révéler comme une opportunité. C'est ce que je vais essayer d'illustrer aujourd'hui. Je voudrais auparavant aussi rappeler l'apport majeur de cette industrie au monde moderne. Les carburants, bien sûr, favorisent la mobilité et permettent de rapprocher les hommes, c'est très important. Ils permettent aussi le raffinage permet aussi de produire des bases pour la pétrochimie. La pétrochimie, c'est le plastique. Le plastique, ça permet de diminuer aussi le poids des véhicules. Et donc, on rejoint aussi des économies d'énergie. Le raffinage permet aussi de produire des bases pour l'industrie, des intermédiaires chimiques, pour la pharmacie, pour les médicaments. Donc, il y a de multiples domaines qui sont liés au raffinage que je ne couvrirai pas aujourd'hui, mais qui sont tout aussi importants. Un mot sur Axens, si vous me le permettez. Donc Axens est une filiale à 100% de l'IFP Énergie Nouvelle. C'est une société, comme beaucoup de sociétés dans notre domaine, qui exporte l'essentiel de son activité, ce qui fait qu'elle est peut-être un peu moins connue en France. 95% de son chiffre d'affaires est à l'export, 80% en dehors d'Europe. Nous sommes un des grands bailleurs de procédés dans l'industrie du raffinage et de la pétrochimie dans le monde. Plus de 2400 unités dans notre industrie ont été licenciées sur procédés IFP Axens. De nombreuses sociétés, et non des moindres, Total bien sûr, mais aussi Aramco, Escar, Repsol, Shell, BP nous font confiance pour leurs projets. Ces procédés sont pour la plupart catalytiques, ce qui fait qu'on est amené à produire de grandes quantités de catalyseurs. Plus de 55 000 tonnes par an de catalyseurs et adsorbants que nous produisons dans 7 sites industriels. Et puis nous offrons aussi, et c'est certainement un des points importants au cœur du sujet, un certain nombre de services d'optimisation des installations une fois qu'elles sont en fonction. J'en viens maintenant à mon propos que je vais essayer d'illustrer. D'ailleurs, j'ai amené, alors c'est un sac maison du chocolat, mais j'ai des échantillons de produits, de catalyseurs que j'essaierai de vous montrer durant mon intervention pour la rendre un peu plus vivante. C'est un domaine très vaste, j'ai dû me focaliser. J'ai choisi d'illustrer 3 enjeux. Le premier, l'amélioration de la qualité de l'air. Le second, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, et le troisième, la diminution de la consommation des matières premières. Et je crois que ces 3 sujets environnementaux sont très importants pour cette industrie. Le premier, donc, l'amélioration de la qualité de l'air. Ça concerne bien sûr l'industrie du raffinage, mais aussi au premier chef l'industrie automobile. La qualité de l'air s'est fortement améliorée dans les agglomérations, en tout cas européennes, américaines. Vous avez ici un graphe qui montre l'émission des polluants atmosphériques à Paris, qui vient d'Air Paris, qui a été publié en décembre 2015, donc il est tout frais, même s'il ne couvre que la période 2000-2012, et qui reprend les polluants oxydes d'azote, composés organiques volatiles, les particules, 10 microns et 2,5 microns, les fameuses particules. Donc vous voyez que tout ceci, quand même, s'est fortement amélioré, que ces quantités ont été divisées par un facteur supérieur à 2 sur cette période. L'industrie automobile et du raffinage, on va y revenir, ont fait énormément d'efforts en ce sens. Ce n'est pas le cas partout. Là aussi, je pense que vous lisez la presse. On parle beaucoup de Pékin, mais Pékin n'est plus une des villes les plus polluées du monde. La ville la plus polluée du monde, c'est New Delhi. Vous avez cette photo. C'est pas seulement dû au transport. Il y a aussi les centrales, en particulier au charbon. Le taux de particules fines à New Delhi a dépassé celui de Pékin pour atteindre 10 fois le niveau recommandé par l'OMS. Donc vous voyez que cette situation est loin d'être résolue partout dans le monde et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, mais les polluants, c'est certainement aussi
un des facteurs très importants pour nos sociétés et pour la santé humaine. Donc de gros efforts ont été faits pour rendre les moteurs plus propres, et ces moteurs plus propres demandent des carburants plus propres. C'est là-dessus que je vais... ce que je voudrais illustrer maintenant. Les carburants d'aujourd'hui sont très différents des carburants de la fin des années 80. Des normes successives, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 6 maintenant ont été mises en place pour permettre aux carburants de fonctionner dans les véhicules modernes qui sont maintenant équipés tous de pots catalytiques qui terminent les combustions, qui réduisent les oxydes d'azote, qui sont équipés de filtres, etc. Donc tous ces systèmes ne fonctionneraient pas sans des carburants modernes et en particulier sans des carburants sans soufre. Le soufre est un poison de tout le SO2, donc le soufre dans la combustion donnerait du SO2, qui empoisonnerait tous ces cycles catalytiques dont les pots catalytiques ne marcheraient pas avec des carburants soufrés. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne, mais aussi les autorités d'autres pays, ont mis en place des normes progressivement, vous voyez sur ces graphes, qui, aussi bien pour l'essence que pour le diesel, ont réduit progressivement la quantité en soufre contenue dans ces carburants. Et on est passé de respectivement 3000 ppm en 90 pour l'essence et 1000 pour le diesel à aujourd'hui 10 dans les normes Euro 5, Euro 6. Ce mouvement a été initié en Europe, aux États-Unis, mais se poursuit maintenant dans tous les pays pratiquement, en tout cas tous les pays qui ont cette volonté. La Chine va passer au China 6. L'Inde aussi, dont j'ai parlé précédemment, va aussi passer au Bharat Stage 6, donc des normes similaires pour essayer aussi de traiter le problème de la pollution, mais c'est un effort qui concerne le raffinage, mais aussi bien sûr l'industrie automobile. Alors, j'en viens au raffinage. Quand dans les années 90, il s'est agi de produire des carburants non soufrés, en particulier de désulfurer l'essence, il n'y avait pas de solution simple sur le marché. Et nous avons développé avec l'IFP-EN, qui à l'époque s'appelait l'IFP, une solution très innovante qui consiste à concentrer les espèces soufrées contenues dans l'essence et à ne traiter que ce concentrat, si j'ose dire, sans rentrer dans les détails, sans sacrifier l'indice d'octane, parce qu'on parle du soufre, mais il y a aussi beaucoup d'autres caractéristiques qu'un carburant moderne doit respecter pour qu'un moteur fonctionne correctement. Et donc, l'octane est un de ces critères importants pour l'essence. Et ce procédé, qui s'appelle PrimeJ+, est vendu à 250 exemplaires dans le monde, dans de très nombreux pays qui utilisent cette technologie pour désulfurer leurs essences. C'est un exemple d'une technologie catalytique française qui contribue à la protection de l'environnement et sert à résoudre les défis de notre industrie. Des développements similaires ont été menés sur le diesel. Là, c'est plus autour des catalyseurs. D'énormes efforts ont été faits pour désulfurer le diesel avec des catalyseurs extrêmement innovants qui permettent, sans avoir une pénalité économique trop importante, d'atteindre ces spécifications Euro 6. Donc la pollution, l'industrie, ça ne s'est pas assez, a fait d'énormes efforts pour réduire la pollution des transports. J'en viens au deuxième sujet dont on parle actuellement effectivement beaucoup, les gaz à effet de serre, le CO2 ou les autres gaz à émission à effet de serre. Un graphe pour illustrer cela. Donc en 2014, il y a eu 50 milliards de tonnes d'équivalent CO2 émises dans le monde. Vous voyez sur ce graphe que le premier contributeurs à ces émissions sont les centrales électriques au charbon, 21%. L'industrie des transports émet 13% environ des contributions. L'industrie pétrolière directe, on va dire well to tank, c'est-à-dire de l'extraction à la sortie de la raffinerie, 3% des émissions de CO2 pour produire et transformer le pétrole. Donc voilà un petit peu les contributions.
Ces contributions, j'utilise un autre graphe qui a été présenté par l'AIE, Didier Houssin en a parlé, a déjà détaillé les outputs dans son intervention, les conclusions de la COP21. Pour limiter le réchauffement à 2 degrés, l'AIE a étudié un scénario dit Bridge, qui est en vert ici. Ce que je retiens de ce scénario, c'est que le premier contributeur aux économies d'émissions, aux réductions d'émissions, c'est l'efficacité énergétique. Vous voyez, 49% des gains, pratiquement 50%, sont attendus d'efforts d'efficacité énergétique. Et les renouvelables, 17% des gains sont attendus dans les renouvelables. Donc je vais illustrer ces deux aspects dans l'industrie du raffinage. Et je voudrais commencer par le second, par les renouvelables et la production de biocarburants, qui est un des enjeux majeurs de l'industrie des carburants. D'énormes efforts ont été faits dans ce domaine pour développer des technologies de production de biocarburants. Vous avez sur ce transparent ces différentes technologies, les technologies existantes, celles qui sont en développement. Je rappelle que l'objectif de l'Union européenne est d'atteindre 10% d'énergie renouvelable en 2020 dans les transports. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Des solutions ont été tout d'abord développées pour produire des carburants dits de première génération. Elles sont en haut sur ce graphe, donc estérification d'huile de colza ou de tournesol pour produire du biodiesel première génération, fermentation alcoolique des sucres pour produire de l'alcool, de l'éthanol de première génération. Il y a des technologies de deuxième génération en développement où l'objectif est de compléter les biocarburants initialement produits par des huiles ou sucres alimentaires, potentiellement alimentaires, par de la production depuis des végétaux ou des résidus forestiers. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Un graphe d'abord sur la consommation mondiale de biocarburants. Vous voyez qu'on est à peu près à un plateau actuellement, autour de 1,5 million de barils par jour avec les technologies 1G. L'essentiel de la croissance, qui sur ce graphe en 2035 monte jusqu'à 4 millions de barils par jour, vient des nouvelles générations de production que je vais donc vous présenter maintenant. La première que je voudrais introduire, donc c'est une technologie qui n'est pas tout à fait dite 2G parce qu'elle ne part pas de résidus forestiers, mais qui est entre la 1G et la 1G. Donc nous, on la qualifie d'1,5G. On est un peu ingénieur, voilà. Elle est déjà industrielle. Elle permet de produire du diesel, non seulement à partir d'huile, mais aussi de toute graisse recyclée, de tout résidu gras. Donc elle est extrêmement versatile en termes de charge, et vous allez comprendre pourquoi, puisque en fait, au lieu d'estérifier les molécules, elle les coupe. Elle les coupe soit sur la barre orange, ce qui est préféré parce que vous gardez un carbone de plus, donc plus d'énergie, soit un petit peu sur la barre verte. Dans un cas, ça s'appelle l'hydrogénolyse, dans l'autre, l'hydrogénation. Et ça permet, en coupant ces chaînes, d'obtenir des longues chaînes paraffiniques qui ne sont pas tout à fait adéquates pour fonctionner dans un moteur. On parle là de distillat, dans diesel ou jet, puisqu'elles sont longues et elles pourraient congeler à froid. Vous savez qu'un moteur diesel ou un avion doit pouvoir avoir des carburants qui résistent à très très basse température. C'est encore plus vrai dans un avion, puisqu'il faut que le point de congélation soit supérieur à moins 51 degrés. C'est-à-dire qu'il faut que le carburant soit liquide encore à moins 51 degrés. Voilà donc ces technologies. Donc pour que ça ne congèle pas, on est amené ensuite à les isomériser et à donc transformer un peu ces longues chaînes. Alors j'en viens à mes échantillons. Voilà, vous avez ici un jet fuel, un carburant avion, produit à partir d'huile végétale, donc qui vient, en l'occurrence là c'est du jatropha, c'est une huile exotique, non alimentaire, une culture, et donc ce procédé, ça vient exactement de ce procédé, et c'est un carburant entièrement au spec avion, jet. C'est ce procédé, et je pense que Michel en parlera, qui a été retenu à la MED par Total pour transformer la raffinerie de la MED en bio-raffinerie. Un mot sur les émissions.
de gaz à effet de serre. Alors, ce sont des chiffres qui viennent de l'Union européenne, donc j'espère que je ne serai pas contesté par la dernière intervenante. Mais bon, l'Union européenne a fait énormément de travail pour calculer les émissions du puits à la roue, du puits à la roue, donc de la production, et en l'occurrence, lorsqu'on parle de matière végétale, de la culture, y compris en prenant en compte les émissions des engrais induites, à l'usage final. Donc vous voyez sur ce graphe que, et elle a fixé des règles d'ailleurs, ce sont les barres rouges verticales, au-delà de 2017, une technologie devra permettre de gagner au moins 50% de gaz à effet de serre par rapport aux fossiles pour être qualifié comme biocarburant, c'est même 60 pour les unités neuves. Donc vous voyez sur ces procédés dits de 1,5 génération, suivant les charges, on est pratiquement à 50 ou très nettement au-dessus de 50. C'est le cas lorsque vous traitez des graisses animales ou de l'huile de colza. Donc ces procédés sont d'ores et déjà qualifiés, sauf si l'UE, vous voyez ces règles, comme biocarburants de nouvelle génération pour entrer dans les critères et les gains de défiscalisation. Donc ça, c'est une première filière. Je parle maintenant des filières dites 2G, complètement à base de cellulose. Donc là, on part de résidus forestiers ou de paille, de résidus agricoles. Donc là, on est vraiment plus dans de la culture dédiée, mais on est dans le traitement de la forêt. Donc il y a un procédé pour l'essence et un autre pour le diesel. Donc là, vous avez le procédé qui est en cours de développement, pratiquement développé pour l'essence 2G, qui permet, par de la catalyse enzymatique et des levures, de transformer la cellulose. Vous savez que la cellulose est une combinaison de sucres, en fait, découpe les sucres, en gros, et on fermente ces sucres pour faire de l'éthanol. Je schématise, hein. C'est un peu plus compliqué que ça. En plusieurs étapes de réaction sur des biocatalyseurs. Ce qui est très intéressant, c'est que les coproduits sont revalorisés dans ce procédé, donc il est totalement intégré thermiquement, ce qui lui permet de gagner, d'afficher des gains, vous voyez sur la barre du bas, de 76% d'émissions de gaz à effet de serre, par rapport à une essence fossile. Passer haut la main, la barre requise pour ces qualifications. Donc ça, c'est l'essence. Et sur le diesel, une autre voie a été retenue qui consiste à détruire complètement la molécule de base, à la découper en petits tronçons, en hydrogène et en CO, et en la recombiner par une synthèse dite Fischer-Tropsch en molécules plus longues qui ensuite donnent du diesel. Alors là aussi, j'ai mon petit échantillon. Ça permet de faire un diesel, vous allez le voir, de très très haute qualité. Vous voyez que c'est complètement blanc. Ce sont les cires qui sont juste avant le craquage. Donc c'est pas une molécule, c'est pas un produit qui peut faire fonctionner un moteur, mais une fois que vous l'avez découpé par hydrocraquage, la dernière étape, vous obtenez un diesel de très très haute qualité ou un jet qui peut fonctionner dans les moteurs tels que vous connaissez. Ce sont des procédés, là aussi, qui permettront d'avoir des rendements en gaz, des gains d'émissions à effet de serre extrêmement importants. Vous voyez, 90% dans l'état actuel des développements, puisque, encore une fois, ce sont des procédés encore en développement. Donc, à travers ces exemples, j'ai voulu illustrer aussi les efforts importants qui sont faits par le secteur et les différentes solutions qui vont s'offrir à nous pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, tout en aussi réduisant les importations d'énergie fossile. Certaines de ces solutions sont déjà des réalités, avec les productions de biodiesel de Diester Industries de première génération, mais aussi donc les investissements de Total dans l'hydrotraitement des huiles végétales, qui est dans sa future bioraffinerie de la MED. Donc on parle vraiment aujourd'hui de choses qui se passent et non pas de futur qui va se produire. Un mot sur l'efficacité énergétique, puisque c'est le premier contributeur aux économies d'énergie. Un mot peut-être trop rapide par rapport aux enjeux pour dire que l'énergie, c'est effectivement très important dans une raffinerie. Je pense que
Michel en parlera aussi. 58% des coûts opératoires d'une raffinerie, plus de la moitié, viennent de l'autoconsommation énergétique. Donc évidemment, un gain en énergie, en consommation énergétique, se traduit par des économies substantielles. Alors c'est plus difficile sur une raffinerie existante de la remodifier que sur une raffinerie neuve ou sur une installation pétrolière neuve. Là, vous avez un exemple du travail qu'on mène sur des installations nouvelles. Donc là, c'est un exemple de production d'aromatiques. Les aromatiques, ça sert à faire du PET qui sert à faire des bouteilles plastiques, de paraxylène en l'occurrence. Nos ingénieurs, on ne concevrait plus une installation industrielle sans faire énormément d'efforts d'intégration thermique, utiliser des équipements extrêmement sophistiqués avec des basses approches thermiques, utiliser des produits haut rendement. Et vous voyez que par rapport aux générations, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, un procédé ayant subi toutes ces innovations et ces traitements, si j'ose dire, on a pu baisser de 45% la consommation énergétique de ce type d'installation par rapport à la génération précédente, ce qui, en passant, amène un taux de rentabilité supplémentaire non négligeable de 30% de plus, ce qui montre que l'écologie peut aussi rimer avec l'économie. Je voudrais maintenant terminer ma présentation en parlant de la diminution de consommation en matières premières. Et un des gros intrants de l'industrie du raffinage, ce sont les catalyseurs. L'industrie du raffinage, mettant en œuvre essentiellement des procédés catalytiques, consomme beaucoup de catalyseurs. Alors, qu'est-ce qu'un catalyseur? Là aussi, j'ai mes échantillons, plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de catalyseurs. Voilà, vous avez ici des catalyseurs. Vous avez un catalyseur de désulfuration, donc on en a parlé précédemment. Vous avez des catalyseurs de reforming pour faire de l'octane, schématiquement. Vous avez des catalyseurs, mais c'est ce qui servira à faire fonctionner la raffinerie de Total de La Mède. Donc les catalyseurs, c'est une des clés de notre industrie. C'est en général donc, des produits qui sont faits sur des substances qui résistent à très haute température, typiquement l'alumine, sur lesquelles on fixe des métaux, différents types de métaux, qui consistent donc les métaux qui sont des sites actifs. Et là, j'ai la petite animation Axens, voilà. Vous voyez que ces molécules, une fois qu'elles passent sur les métaux, elles se transforment, elles se découpent. Et voilà à quoi sert un catalyseur. Alors, un catalyseur, ça contient des métaux. L'industrie du raffinage en consomme des centaines de milliers de tonnes par an. C'est un des enjeux aussi d'être économe sur ces catalyseurs, d'autant plus que les métaux sont inégalement répartis sur la planète. Vous voyez ici l'essentiel des métaux qui sont utilisés sur ce type de produit. Vous voyez deux choses. Vous voyez qu'il peut y avoir des risques de disponibilité. Il y a certains métaux où les réserves sont très faibles, moins de 20 ans, ce qui est faible à notre échelle. Vous voyez aussi qu'il peut y avoir aussi des risques de coûts importants, puisque certains marchés sont extrêmement concentrés. Et sur certains métaux, les 2 ou 3 pays producteurs, pour dire parfois 1, se partagent la production. Donc réduire la consommation de métaux, c'est quelque chose de très important pour notre industrie, d'autant plus que la production de ces métaux est aussi émettrice de façon importante de gaz à effet de serre. Donc il y a beaucoup de travaux en ce sens. Si l'industrie a mis en place depuis longtemps la récupération des métaux précieux, par exemple le platine, ça vaut 40 000 $ du kilo. Donc il ne s'agit pas, une fois que le catalyseur est usé, de le jeter, il faut le récupérer pour faire un nouveau catalyseur. Ça existe depuis longtemps, mais maintenant ce qu'on fait aussi sur les métaux non précieux, moins coûteux, néanmoins, on essaye aussi de les réutiliser d'abord dans des applications moins exigeantes. Après régénération, donc c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est fait de plus en plus, ou au moins de récupérer les métaux sur ces catalyseurs pour faire un catalyseur frais à partir de ces métaux récupérés. Donc, ce que je voudrais, et aujourd'hui, donc s'il y a un chiffre à citer, c'est que 30% des catalyseurs de métaux standards, donc non nobles, parce que pour les nobles, c'est 100%, mais même sur les métaux non nobles, on est un taux de récupération aujourd'hui de 30%, ce qui était loin d'être le cas il y a une dizaine d'années. Ce chiffre progresse d'année en année. J'ai voulu illustrer à travers ces quelques exemples le fait que le raffinage
est une industrie moderne pour laquelle le développement durable n'est pas une option, mais un must. Ça suppose beaucoup d'innovation, beaucoup aussi donc de ressources formées. Et j'en profite aussi pour dire combien nous apprécions le travail d'IFP School pour former nos ingénieurs qui sont nécessaires dans ces challenges que nous devons relever. Une société comme la nôtre de services et de technologie pour l'industrie du raffinage et de la pétrochimie est aussi, bien sûr, fondamentalement engagée dans tous ces défis qui, in fine, sont source de progrès et sont passionnants à traiter, à la fois pour les équipes, mais aussi, je crois, pour nos sociétés.